Le général de Gaulle l'avait qualifié péjorativement de machin. 75 ans après sa création au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU est-elle encore utile? C'est le grand angle de ce dimanche 27 septembre. Les Nations Unies méritent-elles encore leur nom? On va vous poser la question. Razan Salamé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue libanais, envoyé spécial de l'ONU en Libye pendant 3 ans et jusqu'à cette année. Sylvie Berman, bonsoir à vous aussi, ambassadeur de France, en poste successivement en Russie, en Chine, au Royaume-Uni. Au Quai d'Orsay, vous avez également été en charge de la direction des Nations Unies, des organisations internationales des droits de l'homme et de la francophonie. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde. On l'a dit, impuissante. On l'a dit, inutile, devenue inaudible. 75 ans après sa création, l'ONU est-elle en danger? Alors, je voudrais rappeler les propos du deuxième secrétaire général des Nations Unies qui disait que le but des Nations Unies n'était pas d'emmener au paradis, mais d'éviter l'enfer. Et je crois que c'est vraiment le rôle que les Nations Unies jouent parce qu'elles interviennent souvent dans des cas désespérés. Le plus positif, c'est les opérations de maintien de la paix. Il y a à peu près 100 000 casques bleus aujourd'hui dans le monde qui contribuent à pacifier des régions. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas par ailleurs peut-être en danger. Oui, non, mais je crois qu'effectivement, la pandémie a mis l'accent sur l'impuissance des organisations internationales. Donc, il faudra certainement la refonder d'une certaine manière, la rendre plus efficace. Mais elle joue quand même un rôle utile. Et on va y revenir pour voir comment. Impuissante, l'ONU? Impuissante, bon. Elle est beaucoup moins puissante qu'elle pourrait l'être. Ça, c'est évident. On a besoin de l'ONU, bien entendu. L'idée qu'elle puisse être inutile est un peu absurde. Si vous voulez savoir des chiffres neutres et fiables sur la pandémie, l'ONU. Si vous voulez savoir comment on peut lier la pandémie à l'éventualité de cesser le feu sur le terrain, l'ONU. Si vous voulez savoir comment on peut aider les plus faibles à faire face à la pandémie, c'est en transformant le vaccin, quand il arrivera, en bien international, bien commun international. Donc, elle est utile, mais le cœur du sujet, c'est la paix et la sécurité. Et la paix et la sécurité, c'est dans les mains du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est malheureusement le miroir du système international tel qu'il fonctionne en réalité. Et je pense que ça va faire partie de ces idées de réforme qu'on va évoquer. Je vous propose que d'abord, on le voit, l'institution traverse une crise profonde. Pour preuve, cette Assemblée générale qui s'achève à New York en cette année de pandémie, bien loin des aspirations de l'esprit de sa création. Le point avec Luna Guépado. Il y a 75 ans, la Seconde Guerre mondiale laisse derrière elle un monde ravagé, mais elle dessine les espoirs d'une paix durable. Un désir d'unité est alors partagé par 51 pays et garanti par la signature de ce document. L'Organisation des Nations Unies est née. Des Nations Unies, ce n'est pourtant pas ce qui transparaît 75 ans plus tard. Cette année, l'hémicycle est resté presque vide. La grande messe diplomatique internationale annuelle n'a pas eu vive allure, à l'image peut-être de l'entente entre les 193 pays membres. Notre maison commune est en désordre, à l'image de notre monde. Ses fondations s'érodent, ses murs se lézardent, parfois sous les coups de boutoir de ceux-là même qui l'ont construite. Un désordre planétaire provoqué non pas par une troisième guerre mondiale, mais bien par un virus, un adversaire invisible qui a mis le monde à genoux. Face à la pandémie de coronavirus, les idéaux onusiens d'une politique multilatérale ont laissé la place à des États désunis qui ne sont pas parvenus à s'entendre sur la gestion de la crise. Nous devrions adopter la vision d'une communauté avec un avenir partagé, dans lequel tout le monde est uni. Nous devrions en finir avec la mentalité des blocs qui excluent certains. Nous devrions nous considérer comme les membres d'une même et grande famille. Bien que plus que boudée par les États-Unis, l'ONU reste aujourd'hui encore pour de nombreux États une institution à défendre, mais surtout à réformer. Et pour paraphraser le Premier ministre indien Narendra Modi, où sont les Nations Unies dans cette bataille conjointe contre le coronavirus?
Alors, les Nations Unies, à la demande du secrétaire général Guterres, ont discuté d'une résolution qui était un appel, en fait, à la paix, à la cessation des hostilités dans le monde. En raison de la guerre froide entre les États-Unis et la Chine, ça n'a effectivement pas été possible. Et c'est une guerre froide tous azimuts, on l'a vu avec le discours de Donald Trump qui attribue la responsabilité à la Chine et demande qu'elle en soit comptable. Mais l'ONU est dépassée, en fait. On se rend compte que les nations sont plus fortes que l'ONU ensemble. Alors, je crois encore une fois que l'ONU a bien évidemment un rôle à jouer. On est dans une situation particulière. Effectivement, la crise sanitaire qui empêche les rencontres. L'Assemblée générale, c'est le lieu d'une centaine, voire de milliers de rencontres. Et le dialogue est toujours plus positif que le refus de se parler. Par ailleurs, il y a aussi les agences des Nations Unies, et en particulier l'OMS, même si elle a subi des critiques. Hassan Salamé, je rappelle que vous avez été envoyé spécial pour la Libye pendant 3 ans. Pourquoi l'ONU n'arrive plus à s'imposer sur la scène internationale? Parce que le Conseil de sécurité est divisé. Moi, j'étais dans une situation absolument absurde. Je représentais un Conseil de sécurité qui, pour une bonne majorité de ses membres, soutenait à un moment un camp, alors qu'il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui m'obligeait à considérer légal l'adversaire de ce camp. Et comment vous faire rendre crédible auprès de vos interlocuteurs libyens si jamais vous représentez un Conseil de sécurité aussi profondément divisé, où plusieurs membres n'exécutent pas les résolutions qu'ils ont eux-mêmes votées. Ça fait partie des réformes qui sont demandées, que ce soit sur le droit de veto, que ce soit sur le Conseil de sécurité. Est-ce qu'il faut l'élargir? Oui, il faut que ce Conseil de sécurité, qui a déjà été élargi une première fois de 11 à 15, puisse être revu en termes de représentativité du monde tel qu'il est maintenant, certainement. Et le droit de veto, c'est un blocage? C'est un blocage. Parce que là, on parle de la clé de voûte de l'ONU. Pour les spectateurs qui nous regardent, ce sont les deux clés de voûte de l'ONU. Il faut que le Conseil de sécurité soit plus représentatif. Il faut que le droit de veto soit nuancé, que l'usage... Il y avait eu une initiative française pour codifier un peu l'usage du veto. Mais pour le moment, le problème du Conseil de sécurité, c'est qu'il est un miroir trop fidèle des relations internationales telles qu'elles sont dans la pratique. Il faut qu'il soit plus qu'un miroir, qu'il y ait un minimum de sécurité collective qui corrige la réalité du nationalisme. Vous avez été ambassadeur en Chine. La Chine prend de plus en plus de place dans le concert des nations. Est-ce que vous y voyez un danger ou un rééquilibrage? Alors, on a demandé à la Chine de prendre plus de place dans le système international, ce qu'elle a fait en particulier en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, puisqu'elle est maintenant le premier pays contributeur de troupes. Autrefois, c'était la France. Elle est peut-être allée au-delà de nos espérances, puisque elle est à la tête. C'est inquiétant, non, si elle en respecte les règles. En même temps, c'est la deuxième puissance mondiale aujourd'hui. Ça sera demain la première. Il n'est pas anormal qu'elle ait une représentation au sein des Nations Unies. Maintenant, ça dépend des agences et encore une fois du respect des principes. Vous parliez des missions de maintien de la paix, ce sont les casques bleus. Soudan du Sud, Mali, République démocratique du Congo, Centrafrique, c'est là que se trouvent les principales missions. Mais les critiques fusent, là aussi, c'est notamment le cas pour la RDC. Au Mali, c'est la France qui est en première ligne et non pas l'ONU. Pourquoi ? Parce que la France a les moyens de prendre des décisions de retrait, de déploiement, d'armement, de réduction, d'expansion, alors que l'ONU doit à chaque fois reconstruire un consensus entre les 15 pour avancer dans un sens ou dans un autre. Donc il y a une capacité chez les États membres de réagir à une évolution de la situation que l'ONU, qui est un organisme de sécurité collective, prend beaucoup plus de temps et a beaucoup plus de difficultés à faire. Et la France qui prend le pas aussi au Liban. Emmanuel Macron vient de s'exprimer, c'est un dossier qu'il porte à bout de bras. On l'écoute. Les forces politiques libanaises, leurs dirigeants, les dirigeants des institutions libanaises n'ont pas souhaité clairement, résolument, explicitement, n'ont pas souhaité respecter l'engagement pris devant la France et la communauté internationale. Ça s'applique au Liban aussi, ce que vous disiez pour le Mali ? Là, il y a eu une explosion énorme le 4 août.
Emmanuel Macron a décidé de s'engager pour tenter de sortir ce pays de cette espèce de spirale vers le bas dans laquelle il s'enfonce. Et il est très vite été face à une classe politique aussi incompétente que corrompue, qui ne veut aucun changement au statu quo et qui tire bénéfice de ce statu quo. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est le constat, non pas d'un échec, mais d'une volonté frustrée par une classe politique, mais soutenue par l'opinion publique locale. Je vous laisse réagir. Je crois que Hassan Salamé, évidemment, est un meilleur expert que moi sur la situation au Liban, mais ce qu'il dit reflète parfaitement la réalité. Je crois qu'il y avait une attente très forte de France. Il a été le premier à s'y rendre en percevant bien la situation, mais en même temps, il ne peut pas se substituer aux Libanais. Au moment de sa nomination au poste de secrétaire général il y a 4 ans, Antonio Guterres avait suscité l'espoir d'une réforme de l'ONU. Entre-temps, il y a eu l'élection de Donald Trump avec des coups de boutoir contre le multilatéralisme, ce qui était l'esprit de l'ONU au départ. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que l'ONU peut se passer des États-Unis comme il menace de le faire régulièrement? Non, l'ONU ne peut pas se passer des Nations Unies. Les décisions qui sont prises au Conseil de sécurité émanent des 5 membres permanents en particulier, qui jouent un rôle fondamental. Les Nations Unies sont le principal financier également des Nations Unies. Il n'y a pas de décision politique possible sans eux. Et ce qui le prouve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune résolution du Conseil de sécurité. On est à la veille d'élections très importantes pour le président Trump et c'est ça aussi qui fausse totalement la donne. Et je pense que c'est le 75e anniversaire qui est un moment assez triste et un dialogue de sourds reflète cette situation essentiellement politique américaine. Sur le multilatéralisme, quand même, c'est une période assez compliquée. C'est une période de régression. En réalité, ce à quoi on assiste depuis une dizaine d'années, c'est à une dérégulation de la force. C'est-à-dire que ceux qui veulent ont les moyens et ont une opinion publique interne qui leur permet de faire quelque chose, aller bouffer le territoire d'un pays voisin, aller installer des îles artificielles et les militariser en mer de Chine, aller envoyer des mercenaires en Libye, aller envoyer des armes. Moi, vous savez, j'ai réussi à convoquer un sommet sur la Libye le 19 janvier dernier à Berlin. Je l'ai transformé ensuite en une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2510. Mais je peux vous dire que dans le mois qui a suivi l'adoption de ces conclusions de Berlin, le 19 janvier, dans le mois, il y a eu plus de 40 occasions où des gens présents et signataires à Berlin, au niveau des chefs d'État, ont envoyé des mercenaires et envoyé des armes. Il y a une hypocrisie qui aujourd'hui atteint des normes, des niveaux absolument. Est-ce que vous diriez, pour résumer, parce qu'on parle beaucoup de budget, puis je vous demanderai de répondre très brièvement, parce qu'on arrive au bout de cet entretien, on parle beaucoup de budget, on parle beaucoup de structure, de réforme, mais est-ce que là, l'ONU, s'il fallait résumer, n'a pas perdu de sa force morale? Elle a perdu de sa force morale, oui, en ce sens que les États vont dans une direction beaucoup plus protectionniste et nationaliste qu'auparavant. L'ONU peut difficilement survivre avec la montée des mouvements populistes et nationalistes. Elle a besoin d'un esprit multilatéraliste général qui a existé au moment de la fin de la guerre Irak-Iran en 87, qui a existé au moment de l'attaque du Koweït en 90, mais qui est aujourd'hui dans un cycle bas plutôt que dans un cycle haut. Hassan Salamé, Sylvie Berman, merci beaucoup d'être venu nous voir à TV5 Monde. À très bientôt.